C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Paul Diaz. Il est le premier secrétaire du bloc des centristes Gaïndé. Bienvenue à vous, M. Diaz. Merci de votre invitation, madame. Oui. Alors, Jean-Paul Diaz, vous êtes un ancien ministre, ancien député, ancien conseiller régional de Dakar et puis ancien conseiller municipal de la ville de Dakar et premier secrétaire du BCG. A-t-on dit l'essentiel sur votre parcours? C'est l'essentiel. Merci. Pour un procès que l'on croyait vivre ce 1er décembre, l'affaire Ndiaga Diouf a été reportée à la date du 25 janvier 2017 en audience spéciale. Êtes-vous tenté de savoir pourquoi ce suspense? Non, il n'y a pas de suspense. Je crois qu'il faut comprendre comment les choses se passent. Lorsqu'une affaire est appelée au tribunal, la première audience, le juge constate la présence des gens. Donc les gens sont bien présents. Oui. Il constate que les avocats se sont constitués pour les uns et pour les autres. Et c'est traditionnel, le juge renvoie. C'est traditionnel. Okay. Il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout de particulier. Oui. Et pourquoi en audience spéciale, les uns et les autres auront observé l'affluence populaire qui avait la première fois le 20 octobre comme le 1er décembre. Oui. Donc, les avocats ont bien fait de demander une salle plus grande, donc une audience spéciale pour ne s'occuper que de ce dossier-là. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de particulier. À la va-vite qui a été... Pourquoi ce ralenti? Surtout avec la levée de l'immunité. Non, il n'y a pas de ralenti, je viens de vous expliquer. Je voudrais vous signaler quand même que la première fois, c'est le parquet lui-même qui avait demandé le renvoi pour pouvoir lever l'immunité. Bon. C'est des choses qui sont tout à fait normales, il n'y a rien d'exceptionnel. Oui, pour le reste, êtes-vous confiant? Je préfère ne faire aucun commentaire sur cette affaire, ainsi que ma famille me l'a demandé. Là, je vous ai donné des précisions, oui. N'est-ce pas? Mais pour le reste, je ne fais aucun commentaire. Pour le reste, en tant que père, qu'est-ce que vous ressentez? Non, je ne fais aucun commentaire. Je laisse la justice faire son travail. Je ne fais aucun commentaire. Et la fibre paternelle? Je vous dis, je laisse la justice faire son travail. D'accord. Justement, votre fils Barthélémy Diaz s'est illustré à travers une plaidoirie à la veille de l'ouverture de son procès. Avant de commenter, suivons plutôt le compte-rendu de Ndeye Amamassi. De son procès, Barthélémy Diaz a voulu prendre à témoin l'histoire. Et c'est avec une vidéo mettant en scène l'actuel chef de l'État, à cette époque, prenant la défense du maire de Mermoz Sacré-Cœur. L'affaire Barthélémy Diaz, il faudrait le prendre dans le cadre global de l'enchaînement des événements depuis le 23 juin. Donc les vrais responsables de cette affaire sont et financer cette opération. Tout le monde a vu à travers la télévision que même les médias ont pu avoir le temps de venir, de filmer en direct où étaient les forces de sécurité. Donc je pense que là, l'État a une responsabilité pleine et entière dans ce qui s'est passé devant la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz. Je pense que pour la paix et la stabilité, le pouvoir a intérêt à non seulement libérer Barthélémy Diaz, mais à libérer également Malick Noël Seck. Pas question alors pour ce socialiste de participer à ce qu'il appelle une mascarade purement politique. Il est hors de question aujourd'hui qu'on accepte aujourd'hui de ramener des vieilles méthodes pour solder des comptes politiques. S'ensuit une audio où l'on pouvait clairement entendre Abdoulaye Wade, en ces temps chef de l'État, affirmer que ces jeunes faisaient partie de la sécurité du PDS, chose que les libéraux devront prouver lors de ce procès, selon M. Diaz. Abdoulaye Wade a reconnu aussi que ce sont des éléments de la sécurité du PDS. Et j'espère que le PDS pourra prouver que ces individus qui ont été abusés, qui bénéficiaient de contrats de travail, qui est lié au PDS, en bonne et due forme, en règle avec la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES. Et je remercie tout de même le président Abdoulaye Wade, parce qu'il a tout de même eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est moi, Barthélémy Diaz, qui ai appelé la police. La direction du Parti socialiste, elle, on a pris pour sa grade à son porte-parole, Diaz fils, met en garde.
Aujourd'hui, la direction du parti s'est autorisée à travers son perroquet de service à donner leur point de vue en disant que nous devons accepter le verdict du tribunal. Je les invite à la fermer et je sais de quoi je parle. La direction du Parti socialiste étant incapable aujourd'hui de réunir le parti comme une famille unie et soudée pour soutenir le président Macky Sall, eh bien, la direction du parti n'a rien d'autre à faire aujourd'hui que de verser dans le complot et la machination politique. Le Parti socialiste aura un candidat et je me battrai pour que ce candidat porte les couleurs du Parti socialiste. Le président Macky Sall n'est pas un ennemi, mais ce n'est pas notre candidat. Et il est hors de question de subir une quelconque pression pour que le président Macky Sall devienne notre candidat. Innocent hier, coupable aujourd'hui. Voilà comment Barthélémy Diaz résume la situation. Son procès devra s'ouvrir ce jeudi. Le maire socialiste se veut ferme. Pas question de payer les frais de ses convictions politiques. Ndeye Amamassi, merci. Alors, qui cherche-t-il à convaincre, les juges ou bien l'opinion? Écoutez, les juges, j'espère, seront convaincus. Parce que l'affaire est judiciaire, c'est de la technique. Oui. Les juges seront convaincus, je l'espère, avec des arguments judiciaires, avec une plaidoirie judiciaire. Ça, il n'en a pas parlé, heureusement d'ailleurs, n'est-ce pas? Ça sera réservé. Mais je retiens simplement une chose, c'est que il ne faut pas parler du procès Barthélémy Diaz. Ce n'est pas vrai. Ah oui? Non, attendez. Les gens les prévenus qui ont été convoqués sont nombreux. Parmi les n'est-ce pas? Il y en a une bonne dizaine. Et il y en a 3 qui ont disparu dans la nature. Oui, vous les contre connaissez? qui? Non, je ne sais pas les noms, ça ne m'intéresse pas. Il y en a 3 qui ont disparu dans la nature, contre qui il y a des mandats d'arrêt. Il faudra qu'on vérifie si ces mandats d'arrêt sont des mandats d'arrêt simples ou des mandats d'arrêt internationaux. Ça, c'est pourquoi les avocats doivent accéder au dossier pour voir quelle est la nature de ces mandats d'arrêt. Il y en a 3 qui ont disparu depuis 2012. Depuis janvier 2012, ils n'ont jamais réapparu. Alors qu'on a leur nom, le nom de leurs parents, leur date de naissance, etc. On verra comment est-ce qu'ils sont au Sénégal, est-ce qu'ils sont à l'étranger. S'ils sont à l'étranger, comment ils y sont. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le procès de Barthélémy, c'est le procès de tous ces gens-là. Et quand quelqu'un fuit la justice, je ne vois pas pourquoi la justice devrait être clémente en son égard. Barthélémy Diaz s'est toujours présenté. Voilà. Pourtant, c'est lui qui a été incarcéré en 2011. Non, ils ont été quelques-uns à être incarcérés. Une bonne partie a été incarcérée. Ah, ça, je vous le dis. C'est-à-dire que... Ils bénéficient d'une liberté ou bien? Non, après, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire, je ne sais pas. Mais la plupart, pratiquement tous ont été incarcérés. Sauf les 3 qui ont disparu dans la nature. Comprenez? Bon, donc ce n'est pas son procès. C'est le procès de l'attaque de la mairie. C'est le procureur qui poursuit un certain nombre de gens qui ont attaqué la mairie. Une institution de l'État. C'est incroyable. L'attaque de la mairie, le fait que ce soit la mairie, mais c'est une circonstance aggravante. Abdoulaye Wade, comment il s'appelle? Abdoulaye Wade a reconnu que Barthélémy et la mairie ont appelé la police. La police n'est pas venue. La police qui est là pour sécuriser n'est pas venue. C'est au dernier moment que le commissaire de Dieuppeul, paix et son âme, il est maintenant décédé, n'est-ce pas, est venu dans une voiture avec un élément. Comprenez? Vous vouliez qu'il fasse quoi? Hein? Et on l'a pas assez dit. Attendez, on l'a pas assez dit. On l'a pas assez dit. Oui. Mais tous ces gens sont poursuivis par le procureur parce qu'ils détenaient eux des armes à feu sans autorisation. Est-ce qu'ils ont tiré? Mais tout ça, ça sera démontré à la barre. Ça sera démontré. Et je peux vous dire que ça sera démontré. Et prouvé. N'est-ce pas? Et même le premier coup hostile est venu de ces gens-là. Tout ça, ça sera prouvé. Donc, ils sont venus. Ils étaient en bande organisée. Parce que le procureur les poursuit. Ils étaient en bande organisée. Ils sont venus armés. Dans la définition juridique de l'arme, l'arme, c'est aussi bien l'arme à feu que les autres armes. Tous les éléments qui permettent de blesser sont des armes. Comprenez? Ils étaient venus dans le but de commettre, ça c'est le procureur qui le dit dans son accusation, ils étaient venus dans le but de commettre des crimes et des délits et d'attenter à la propriété d'autrui.
Voilà, ça c'est la seule précision que je veux faire. Oui. Le reste, les avocats sont plus compétents que moi. Mais parce que c'est le Werdoucha, c'est tout. Un et de deux. De Ndiaga Diouf a été tué, etc. Oh, il faudra prouver qu'il a tué. C'est tout. Donc, je vous dis ça parce que vous me donnez cette opportunité. Ouais. Mais au-delà, je ne commente pas. La seule chose que je regrette, mais je l'ai regretté depuis 1988 quand Wade était arrêté alors que nous étions ensemble. La seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas fait des études d'avocat, franchement. Et j'ai voulu faire le concours il y a quelques années. Vous allez plaider par... Non, pour tout le monde, pour tout le monde. Non, c'est-à-dire que c'est tellement, quand on sent ces choses-là, c'est tellement, excusez-moi le terme, c'est tellement excitant que vraiment... Bon, je crois que les uns et les autres se rendent compte que j'essaie de me retenir, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, j'ai voulu faire le concours, on m'a dit que j'étais trop vieux. Bon, c'est dommage. D'accord. Mais là, ce que je peux vous dire, conformément à l'intervention du président Macky Sall, qui était à l'époque candidat, oui. Et maire qui était aussi. Notre candidat, mon candidat, oui. Conformément à ce qu'il dit, mais on ne peut pas régler cette affaire-là sans savoir qui a envoyé les gens. Moi, je connais quelqu'un de la société civile. Un voleur est rentré chez lui. Il a été tabassé par les gardiens qui l'ont tabassé à mort. Il s'en est rien suivi. Je vous donne l'exemple de la mutinerie qui s'est passée cet an dernier à Rebeuss. Oui. Quand vous êtes prisonnier, moi j'ai été en prison, j'ai été prisonnier, donc je connais. Quand vous êtes prisonnier, mais la loi vous interdit de vous mutiner. Vous n'avez pas le droit de vous mutiner. C'est-à-dire d'attaquer l'autorité de l'administration pénitentiaire. Les gens, donc ils étaient hors la loi. Les gardes pénitentiaires se sont défendus, puisqu'ils ont été attaqués. Quelqu'un est mort. Eh bien, je suis désolé. À mon avis, personne ne saura qui l'a tué. Pourtant, la famille crie. Oui, d'accord, elle peut crier, elle peut faire ce qu'elle veut, mais je vous dis, ça m'étonnerait qu'on aille sanctionner un garde pénitentiaire qui a défendu la prison, qui a défendu le fait que les gens n'ont pas le droit de s'évader. On n'a pas le droit de s'évader. C'est interdit par la loi. Et on n'a pas le droit de se mutiner. Si alors, maintenant, vous voulez considérer qu'on a le droit d'attaquer avec des armes une mairie. Mais demain, on attaquera une préfecture. On attaquera un commissariat. On attaquera un ministère. Et quel crédit allez-vous donner n'a pas le droit de le faire. Barthélémy Dias qui avait dit que j'ai tiré et allez chercher dans les hôpitaux. Vous verrez ce que les avocats répondront le moment venu. Voilà. Pour le moment, c'est de la technique judiciaire. Elle sera menée par les avocats, Maître Aïssata Tall, El Hadj Diouf, Mbaye Sène, etc., Cheikh Khoureyssi Ba et les autres, n'est-ce pas? Ils mèneront ce travail-là, c'est leur travail. Au cas où il est condamné. Mais vous êtes malade, vous. Il faudra prouver sa culpabilité. On n'en est pas encore là. Je vous ai dit que je préfère ne pas aller trop loin dans cette affaire, mais j'ai voulu préciser. Il ne faut plus dire procès de Barthélémy Dias, il faut dire procès d'un certain nombre de prévenus, dont Barthélémy Dias, si vous voulez, parce qu'il est connu, mais il y a tout un ensemble. Je voudrais vous signaler que d'ailleurs l'autre jour, le premier, eh bien, pratiquement aucun d'entre eux sont venus, les autres ne sont pas venus. Eh. D'ailleurs, il a décidé de ne pas comparaître seul. Non, je ne commente pas. Je ne commente pas, il respecte la justice, il se présentera devant la justice. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'affaire soit retenue et que les débats soient engagés. Voilà. D'accord. Monsieur Diaz, au plan politique, on assiste à un dégel des rapports entre pouvoir et opposition. À votre avis, cette fois-ci, est-ce que l'idylle va durer? Non, ce n'est pas une affaire d'idylle. Oui. Les gens de l'opposition n'ont pas à être avec les gens du pouvoir et vice-versa. Oui. Je voudrais d'abord féliciter le président Macky Sall d'avoir reçu les membres de l'opposition. C'est lui qui a pris l'initiative de les appeler. C'est ça la vérité. Pourtant, il y a une bataille médiatique. Non, il n'y a pas de bataille. Non, il ne faut pas. Moi, les médias, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vous dis la vérité. Ils ont envoyé un mémorandum au président de la République et je le félicite d'avoir décidé de les recevoir. C'est son rôle. Le président de la République est dans son rôle. Le président de la République, il est là pour présider. Présider, ça veut dire qu'il faut recevoir les gens, il faut écouter les gens, il faut parler avec les gens, il faut aller au consensus sur beaucoup de choses. C'est ça, présider. Voilà. Et je l'encourage dans ce sens-là. Et je crois comprendre d'ailleurs qu'il a pris l'initiative, évidemment c'est sur la presse que je peux m'appuyer, il a pris l'initiative de les revoir.
Ça, c'est bien, c'est normal. Je voudrais vous dire que ces gens de l'opposition, mais ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des personnalités, pour la plupart d'entre elles. Ces personnalités-là, ces gens-là, sont des personnalités. Ce sont des anciens ministres, des anciens députés, des directeurs. Malmené le 14 octobre dernier. Ça, c'est autre chose. Je vous parle de qui ils sont. Oui. Et je vous dis, c'est tout à fait normal que ces gens soient reçus. Et d'ailleurs, je les félicite aussi, parce qu'ils sont venus correctement habillés, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe, en démocratie, entre gens civilisés. Voilà. Maintenant, il y a eu des problèmes qu'ils ont exposés, il y a eu des réponses qui ont été apportées. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous ne savons pas quelles sont les conclusions définitives. Oui, il y a eu des accords et des points d'achoppement. Mais c'est normal. Liés au ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, et au bulletin unique. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait eu des points d'accord et je m'en félicite. Oui. Surtout c'est la preuve qu'ils ne sont pas venus pour rien. Ça veut dire qu'ils sont partis avec quelque chose. Oui. Donc c'est la preuve que pour l'opposition, c'est utile de rencontrer le président de la République. Mais par exemple, je parle de mémoire. Oui. Ils étaient préoccupés par la date des élections parce qu'ils imaginaient qu'il était possible qu'il n'y ait pas d'élection. Oui, un report. Bon, mais la date a été précisée par le président. Il n'était pas tenu de le faire parce qu'il fallait attendre le décret qui devait intervenir 90 jours avant. Mais il l'a fait. Donc, ça participe de la décrispation. Mais a-t-il lâché du lest en maintenant Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du ministère de l'Intérieur? Attendez, j'arrive. Oui. Il y avait ce problème-là. Oui. Vous parlez du problème de... Ils avaient posé aussi dans... Bon, ça n'a pas été médiatisé. Ils avaient demandé à ce que les représentants des partis politiques dans les commissions qui s'installent soient pris. Pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Ça, je suis convaincu que le président n'a pas eu à y accéder parce que c'est pas normal. Il appartient à tous nos partis politiques, là où ils se sentent forts, de se faire représenter. C'est ça leur rôle, etc. Maintenant, vous parlez du ministre de l'Intérieur. Je voudrais vous signaler que le rôle de l'État, c'est d'organiser les élections. Moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord pour des organisations d'élections par des personnes soi-disant de la société civile ou des militaires. Ces gens ne sont pas dans leur rôle. C'est le rôle de l'État d'organiser des élections. Et au Sénégal, les ministres de l'Intérieur ont organisé des élections et je crois que par 2 fois, les régimes qui avaient ces ministres de l'Intérieur ont perdu les élections. Voilà. Donc, que le président décide, c'est une demande. C'est un problème de confiance. Un problème de confiance, mais je crois que si les points sur lesquels un accord est intervenu sont mis en œuvre, la confiance, je pense, va pouvoir revenir. Oui, en 2000 et en 2012, c'est des personnes neutres qui ont organisé les élections. En 2012, non. En 2012, le ministre de l'Intérieur était partisan. C'était Cheikh Gueye? Non, mais d'accord. Mais le ministre de l'Intérieur était là. Et on sait très bien que ce ministre était ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les choses se passent dans la transparence. C'est que les choses se passent normalement. Oui. Voilà. Donc, ils n'ont pas obtenu gain de cause, mais ça, c'est la responsabilité du président de la République. C'est lui qui décide de qui il met là. Oui. Je vais vous dire, au moment où le président de la République est arrivé au pouvoir, avant les législatives, moi, je lui avais proposé de maintenir dans l'architecture gouvernementale le ministère des élections de l'époque. Ça s'appelait ministère des élections. Oui. Ministère délégué ou je ne sais pas, ministère des élections. Oui. Bon, ça n'a pas été fait. Mais j'avais dit de maintenir ça pour les législatives. Ça n'a pas été fait. Les législatives sont intervenues sans contestation. Vous comprenez? Oui. Donc, ils peuvent ne pas obtenir de gain de cause là, mais je peux les comprendre aussi. Parce qu'en fait, eux, c'est la façon dont les choses se déroulaient qui ne leur convenait pas et qui ne convient à personne. Aujourd'hui, les gens vont faire la queue de 4 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi. Ils ne sont pas inscrits, ce n'est pas normal. Donc, il faut multiplier. Il y a même eu des décès. Dans ce même sillage, surtout, on va parler de cas de décès. Mais voilà, mais c'est pas normal. Par ces difficiles conditions d'obtention. Tout à fait, vous avez raison, c'est pas normal. Le seul hic, c'est que jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué qui a été pondu par nos dirigeants. Est-ce que c'est une preuve d'un manque d'attention de leur part? Non, je pense que c'est un manque d'élégance, mais je pense que
Il fallait le faire parce que quand les gens présentent les condoléances après la mort d'un nervi, je crois qu'on peut présenter des condoléances après le décès de certains doyens, n'est-ce pas, qui perdent la vie alors qu'ils sont venus faire la queue pour obtenir cette carte d'identité. Bon. Donc, c'est un manque d'élégance, peut-être que ça sera rectifié. Je pense qu'à l'avenir, il faut éviter ça. Mais pour l'éviter, il faut multiplier le nombre de commissions. C'est effectivement du devoir du ministre de l'Intérieur de le faire, n'est-ce pas? Ensuite, ce que vous ne savez pas, parce que la presse n'en parle pas beaucoup, des gens ont été inscrits, on le récépissait. Depuis plus d'un mois, on devait leur délivrer les cartes. Les cartes ne sont pas délivrées à l'heure où nous parlons, nous. Ah oui? Vendredi 2 ou 3 décembre. À quel niveau se situe le problème? Mais je vous révèle ça. L'opposition ne l'a peut-être pas soulevé, mais ça existe. C'est-à-dire qu'il y a au niveau du ministre de l'Intérieur des dispositions à prendre. Je pense qu'il va les prendre. Il y a des dispositions à prendre pour éviter cette atmosphère de soupçon et pour que les choses se passent normalement. Les cartes qui ont été déjà, pour lesquelles les gens ont déjà des récépissés depuis plus d'un mois, mais devraient être délivrées. C'est pas normal que ce soit bloqué. Normes, Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que je pense que des dispositions vont être prises très bientôt qui vont permettre de clarifier les choses et d'avancer. Oui, et 10 000 francs au-delà du délai de 6 mois, est-ce admissible? Mais c'est tout à fait admissible. Vous payez 20 000 francs pour le passeport qui ne dure que 4 ans. Vous payez 20 000 francs pour le passeport qui ne dure que 4 ou 5 ans. Je ne sais même pas si c'est 4 ans, peut-être 5 ans. Et donc, la carte d'identité, même à l'époque, vous êtes peut-être jeune, mais même à l'époque où elle était en carton, mais il y avait un timbre. C'est vrai qu'il était autour de 200 francs, mais il y avait un timbre. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un timbre. On peut ne pas arriver à 10 000 francs, c'est vrai, mais je pense que quand on connaît les Sénégalais, si on au-delà de 6 mois, vous paierez 10 000 francs, ils ne viendront pas. C'est ce qui justifie ce grand rush au niveau des commissions. C'est ce qui a justifié ce grand rush. Voilà. Et c'est pourquoi maintenant que le rush existe, il faut que le ministre de l'Intérieur, c'est de sa responsabilité, lui et ses services, il leur appartient de prendre les dispositions pour que les choses se passent normalement. Oui. Monsieur Jean-Paul Diaz, la sécurité publique, on en parle avec ces multiples cas de meurtres au Sénégal. Êtes-vous pour ou contre le rétablissement de la peine de mort? Écoutez, moi sur cette question, je suis partagé, sincèrement. Je pense que la peine de mort ne se justifie pas, en principe, compte tenu de la loi. Même s'il y a beaucoup de cas de meurtre. Compte tenu de la loi, compte tenu des engagements internationaux du Sénégal, ce qui veut dire que d'ailleurs quand le Sénégal prend des engagements internationaux, il ferait mieux de bien réfléchir, parce que par exemple, il y a des engagements que nous avons pris au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UMOA, franchement, je pense qu'ils posent problème. Mais bref. Alors, maintenant, il y a des situations, mais totalement scandaleuses, monstrueuses. Quand un employé égorge sa patronne, d'abord c'est une femme, c'est une dame que je connais personnellement. Je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, n'est-ce pas? Et nous avons travaillé ensemble, parce que pendant la campagne de 2012, le candidat Macky Sall m'avait désigné pour coordonner les actions dans toute la région de Dakar. Donc j'ai été partout. Elle m'a reçu à Pikine. Nous avons fait un meeting, n'est-ce pas? Et je me souviens que le jour où le candidat Macky Sall rentrait à Pikine pendant la campagne, n'est-ce pas? J'étais avec Macky Sall dans la voiture. C'est elle qui nous a accueillis avec le jeune homme qu'on vient de nommer ministre, n'est-ce pas? Franchement, c'est une femme très pieuse, c'est une femme gentille, c'est une femme douce. Je ne peux pas comprendre qu'on lui ait fait ça. Ça, franchement, c'est monstrueux. Dans un cas comme ça, et puis fait, c'est un flagrant délit. C'est véritablement un flagrant délit. Même si on dit que l'affaire va être envoyée à l'instruction, mais là, c'est un flagrant délit. Je dis que dans un cas comme ça, franchement, sauf qu'on démontre des troubles psychologiques, etc., mais là, la peine de mort se justifie. Quand, par exemple, quelqu'un, toujours concernant les femmes, quelqu'un viole une femme et l'assassine, en plus la brûle son corps, mais vous voulez quoi? Mais moi, je crois que ça peut être dissuasif.
Quand quelqu'un est hébergé dans une maison où le père et la mère de famille font tout pour lui et qui viole une gamine de 6 ans et qui l'assassinent, on fait comment? Etc., etc. Donc je pense qu'il y a des cas où franchement c'est tellement monstrueux que c'est la peine de mort au Sénégal qui est dissuasive. Alors vous allez dire, ouais, etc., les philosophies, etc. Je vais vous signaler, vous rappeler, enfin vous signaler à vous, que vous êtes jeune, le rappeler aux autres. Oui. Quelques années après l'indépendance, il y avait l'usage qui existait depuis l'époque coloniale, usage amenant l'autorité à assister à la prière de la Tabaski de la Korité. C'était l'autorité coloniale. Cet usage a été poursuivi par Senghor, qui lui, n'étant pas musulman, venait assister. Mais un jour, il y a eu une tentative d'assassinat contre Senghor. La personne a été arrêtée, jugée, condamnée à mort. Senghor, en tant que chrétien, il a eu du mal à ne pas gracier, mais il a tenu. Mais qu'est-ce que ça a rapporté? Ça a rapporté que depuis cette époque-là, jusqu'au moment où nous parlons, plus personne n'a attenté à la vie du président de la République du Sénégal. Oui. Vous ne pouvez pas dire que c'est rien. Comprenez? Je pense que je pense qu'il y a des députés qui vont introduire une proposition de loi à l'Assemblée sur ça. Mais qui a eu l'initiative. Non, je ne parle pas de ça. Donc il y a des députés très sérieux qui vont introduire ça, je crois. Mais je pense qu'ils devraient le circonscrire, ce système-là, ils devraient le circonscrire au cas monstrueux, n'est-ce pas? Et peut-être trouver une définition des cas monstrueux. Mais moi, je suis partagé. Oui. Je vous dis, je suis partagé. Maintenant, que des gens se soient battus, qu'il y ait eu mort d'homme, que des gens aient fait un accident de voiture, qu'il y ait eu mort d'homme, que des gens... Bon, voilà, tout ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses qui arrivent. Oui. On ne va pas parler de peine de mort pour des cas comme ça, n'est-ce pas? Donc, vous proposez la peine de mort pour certains cas? Non, je propose que ça soit une réflexion. Une réflexion. Moi, je suis convaincu que ça peut être dissuasif. Oui. Mais une réflexion. D'accord. Au cours de sa sortie médiatique tant attendue, le directeur général de la police nationale, Oumar Mal, a laissé entendre qu'il n'y a pas d'insécurité à Dakar. Que répondez-vous? Mais c'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Il y a une grande insécurité, surtout à Pikine, à Guédiawaye, Grand, etc. Oui. Ce n'est pas vrai. Je m'inscris en faux contre ça. Oui. Si vous parlez de Dakar, peut-être Dakar centre, centre-ville, un tout petit peu les SICAP, peut-être, Point E, Fan Résidence, peut-être. Bon. Mais il y a eu des cas d'insécurité. Vous parlez des quartiers UP. Mais il y a eu des cas d'insécurité aux Almadies. Ce qu'il dit là n'est pas exact. Je ne peux pas... en tant que patron de la police, comment il peut sortir ce genre de propos? Peut-être qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe bien. Non, il est bien outillé pour être au courant. Je m'inscris simplement en faux contre ça. Je me permets d'en douter. Ce n'est pas exact. Dans le secteur de la justice, il y a des tiraillements entre l'État et l'UMS avec la procédure de vote en urgence enclenchée au niveau de l'Assemblée nationale. Y aura-t-il une possibilité d'obtenir le consensus? Moi, vous savez, c'est une question pour laquelle j'ai une opinion, mais bon, je préfère, un peu comme dans le cas du procès que vous évoquez, je préfère ne pas l'émettre. C'est pourquoi, si la loi est votée ce week-end, ou bon peut-être qu'on n'y pourra rien, mais si des choses sont rattrapables, franchement, si c'est rattrapable, je demande au président de la République de recevoir ces magistrats-là et d'avoir un consensus. Je sais, moi, ça, je le dis parce que je le sais, le président de la République a fait déjà des concessions. Il a fait déjà des concessions. Mais bon, je pense que ce n'est pas inutile, la preuve avec l'opposition, ce n'est pas inutile, même si c'est 24 heures avant, si c'est possible, moi je pense qu'il devrait appeler l'Union des magistrats du Sénégal, leur bureau, leurs représentants, et avoir un entretien avec eux. Et j'ai la conviction qu'il peut les convaincre sur certains points, je pense. Mais peut-être que là aussi, il pourra faire lui aussi un effort sur tel point ou sur tel point. Concernant l'âge, il demande que cela soit élargi à tous les magistrats, les 65 ans, de 65 à 68 ans. Je vous dis, je souhaite ne pas rentrer dans le débat. Je vous dis, le président de la République a des arguments quand même. Mais moi, je préfère qu'il appelle l'Union des magistrats
et qu'il parle avec eux. Peut-être qu'on peut arriver à un meilleur consensus. Oui. Le passage en force, vraiment, serait regrettable pour moi. Si la loi passe à l'Assemblée nationale, ne craignez-vous pas qu'elle subisse le même sort que la loi sur la réforme des universités? C'est-à-dire qu'elle soit revue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi je ne préfère pas ça. À titre personnel, je ne préfère pas ça. Et je vous dis, je sais que le président de la République a des arguments et ils sont pas faibles. Mais il est le président de la République. Je viens de vous dire, il doit présider. Des fois, je l'agresse en lui disant qu'il ne doit pas travailler, mais je maintiens qu'il ne doit pas travailler, il doit présider. C'est parler avec eux, les recevoir, etc. Je pense que si ce n'est pas tard, il faut le faire. Nous avons demain samedi, nous avons peut-être dimanche, même le dimanche on peut travailler. Si ce n'est pas tard. D'accord. En économie. Mais c'est clair qu'une fois qu'une loi est votée, eh bien, elle doit s'appliquer. C'est ça le. Ça n'a pas été le cas pour la réforme universitaire. Je ne sais pas, mais une fois qu'une loi est votée, elle doit être appliquée. C'est ça le. C'est pourquoi je préfère pas qu'on aille au rush, quoi. Je préfère que le président les reçoive, si c'est possible. C'est possible. En économie, d'après une étude, le Sénégal est classé 7e parmi les pays les plus prospères du continent africain. Est-ce que vous le sentez? Non, moi, je ne le sens pas du tout. Je ne sais pas c'est quelle étude, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je ne sens rien du tout. Voilà. Mais vous sentez quand même le plan Sénégal émergent? Non, le plan Sénégal émergent ne peut pas être senti aujourd'hui. Disons-nous les choses clairement. C'est un programme. C'est quelque chose qui doit se dérouler dans le temps. Non, ça doit se dérouler. Il doit y avoir des choses effectives. Moi, j'ai roulé récemment sur l'autoroute qui va vers l'AIDB, n'est-ce pas? J'ai roulé jusqu'à Sébikotane sur cette autoroute. Il y a des choses qui doivent se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire au niveau de Diamniadio. Il y a des choses qui doivent se faire. Moi, je pense que nous ne devons pas être là, doing business. Nous sommes les 7e en Afrique. Ça, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est le processus d'avancement, d'évolution, de développement, d'émergence qui doit nous motiver. Moi, je ne me satisfais pas du fait qu'une revue ou quelqu'un est 7e. Alors, c'est comme cette histoire de taux de croissance. Oui. Vous avez déjà vu rencontrer dans la rue un mot, oh, taux, comment vas-tu? Santé croissance. Mais ça n'existe pas. Le taux de croissance, c'est le vécu dans le panier de la ménagère. Oui. C'est les résultats sur l'emploi. Est-ce que le taux de croissance a influé sur l'emploi? Le taux de croissance, c'est en fonction d'une population. Si la population a augmenté entre-temps de manière importante, à quoi ça sert? Vous comprenez? C'est tout ça. Oui. Et je vous dis, vers les années 98 par là, nous étions à un taux de croissance assez significatif au Sénégal. Oui. Pourtant, le ministre de l'économie et des finances se targue d'avoir réussi un beau, même voire un bon taux de croissance. Il ferait mieux de s'occuper de sa masse salariale sur laquelle il doit travailler pour qu'elle diminue au lieu de nous dire elle a augmenté, etc. 800 milliards de masse salariale, c'est trop. Il ferait mieux de s'occuper de ça, quand même. Non, je pense que ce sont des agrégats économiques, ce sont des chiffres qu'on donne, c'est normal, n'est-ce pas? Mais quel est le ressenti? Comment cela est perçu par les individus? C'est pas perçu de façon... voilà, et les taux de croissance, c'est sur l'année d'avant, etc. C'est trop compliqué tout ça. Je pense que ces histoires de rang là, franchement... dans le panier de la ménagère, tout à fait. Ces histoires de rang là, c'est pas significatif, c'est pas parlant. Oui, au même moment, le ministre du Travail, Mansour Sy, révèle que plus de 230 emplois décents ont été créés en 4 ans. Ces chiffres ne nourrissent-ils pas un contraste avec la réalité? Mais là aussi, c'est un problème de ressenti. Je crois avoir compris que c'était des comptes, c'était sur la base, ce chiffre est venu sur la base des contrats qui ont été enregistrés ou qui auraient été enregistrés par son ministère, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr qu'on ait pris en charge. Je crois que les emplois de 2016 ne sont pas dans ce chiffre-là. D'accord. Oui. Et je ne suis pas sûr qu'on ait pris en charge des emplois agricoles. Ils existent aussi. Donc, je crois que tout ça, c'est un peu dans cet esprit-là, du taux de croissance, du rang du Sénégal, de doing business, etc. Ce sont des chiffres
qui permettent qui permettent de cibler, de situer. Oui. Ce ne sont pas des chiffres qui garantissent ceci ou cela. Même si on est loin des parce que il y a eu ces emplois créés. Combien d'emplois ont été perdus? L'a-t-on dit? C'est ça? Oui. Ben voilà. Or, personne ne doute qu'il y ait eu des problèmes dans les entreprises, etc., etc. Je pense que c'est des choses, ce sont des indicatifs, ce sont des indications, ce sont des paramètres qu'on peut apprécier, mais ce n'est pas déterminant. Qui mettent en exergue l'échec de l'État dans sa politique de l'emploi. On avait fixé un cap de 500 000 emplois en 5 ans. Oui, mais là, vous êtes en train de faire une confusion. Le candidat Macky Sall avait fixé un cap de 500 000 emplois créés à l'issue du septennat. On n'y est pas encore. C'est une des raisons pour lesquelles... 5 ans, le candidat Macky Sall. Non. Moi, je me suis battu pour qu'il fasse le septennat. Tout le monde en est témoin. Avec arguments à l'appui. Arguments politiques, arguments juridiques, arguments constitutionnels. Voilà. Donc, le Conseil constitutionnel nous a départagés. Nous allons vers le septennat. Le programme du président Macky Sall s'appelle Yoonu Yokkute. C'est ça le programme du président Macky Sall. Il était prévu 500 000 emplois. Au bout du septennat, on n'est pas au bout du septennat. Et je vous ai dit quand même dans les chiffres du ministre du Travail, les chiffres de 2016, l'année 2016 n'est pas terminée. Donc les chiffres de 2016 ne peuvent pas y être. Si quelqu'un me dit que les chiffres de 2016 y sont, je dis c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui on est le 2 ou le 3 décembre. Voilà. Les chiffres de 2016 n'y sont pas. Voilà. Donc, à mi-parcours, on ne va pas faire des histoires de règles de 3. Oui, puisque c'était 500 000... Vous êtes satisfait par rapport à Je suis encouragé. Ça m'encourage. Ça m'indique que nous sommes sur la bonne voie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les chiffres de 2016 n'y sont pas. Je vous ai dit tout à l'heure que les emplois agricoles n'y sont pas. Voilà. Donc, on est en situation d'imaginer qu'à la fin du septennat, peut-être que les 500 000 emplois seront effectifs. Et ça, c'est un objectif. Vous pouvez le dépasser. Vous pouvez ne pas l'atteindre. À ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est l'évaluation. Pourquoi je ne l'ai pas atteint? Les conditions sont-elles réunies pour dépasser ce chiffre? Je pense qu'on est bien parti. Je pense qu'on est bien parti. Parce qu'au début, c'est lent, mais après, quand ça s'enclenche, ça va vite. D'accord. Dans la sphère sociale, traité ébloui plus d'un au sein de la population pour étayer, suivant les propos de quelques-uns d'entre eux recueillis par notre confrère Birama Ndiaye. Nous avons dit que la mensualisation devait se faire avec des mesures d'accompagnement. Parce que c'était un trimestre, bimestre, maintenant on a dit qu'il faut maintenant faire ça par mois pour permettre au moins de rationaliser et d'optimiser l'ensemble des charges des familles qui sont appauvries. Alors ils se sont permis de donner une première proposition à Guinfat Palace, à savoir ils vont donner la moitié de la pension à partir de janvier en payant tous les 2 mois de novembre et de décembre et de prêter l'autre moitié à savoir en 30 mois. Mais nous avons dit que nous n'avons pas demandé de prêts, nous avons demandé l'amélioration des conditions des IPRESiens, des gens de l'IPRES, allocataires de l'IPRES. Parce que si l'IPRES existe, c'est à cause des allocataires, ce n'est pas à cause des administrateurs. Et les administrateurs viennent d'être épinglés par le rapport de la Cour des comptes 2014, où M. Amadou Simbeng a été mis au pilori. Il est épinglé. Pourquoi? Écart de gestion dans l'argent des retraites. Au moment où les gens touchent 30 ou 40 ou 20 000 francs, eux, ils se permettent de prendre des jetons de présence, comment qu'on les appelle, de 10 millions pour le directeur et plus les administrateurs pour lesquels il a une grande générosité. Les mesures d'accompagnement qu'on avait demandées, ce n'est pas des prêts de pension ou de demi-pension. Nous avions dit que si vous divisez la pension en deux, augmenter de 70 à 80%, comme ça se fait la première fois avec le trimestre. Ils ne l'ont pas fait. Bon, ils ont divisé ça en 2, on est venu ici. Moi, j'ai parlé au préfet. Je lui ai dit que, monsieur le préfet, nous d'ailleurs, on ne parle plus de mensualisation. Nous demandons l'audit. Nous demandons l'audit de notre département parce que je sais qu'il y a des cafards dans cette boîte-là. Nous demandons l'audit et nous l'avons dit en tant que syndicat, il y a plus de 30 ans de cela et les papiers sont là. Birama Ndiaye, merci. Alors, monsieur Jean-Paul Diaz, en tant qu'ancien directeur général de l'IPRES, quelles sont les solutions que vous proposez? Ça me fait un peu rire parce que vous avez été gentil.
Oui. Parce que les journalistes me disent directeur éphémère, ce qui est vrai d'ailleurs. Bon, vous savez, je vais vous faire quelques révélations. Oui. Au moment où j'ai été nommé, avant d'être nommé directeur de l'IPRES, je le savais 5-6 mois avant. C'était acté, enfin, c'était décidé 5-6 mois avant. Par le Premier ministre qui est là, qui était là, c'est-à-dire Macky Sall. Oui. Et c'était aussi une décision d'Abdoulaye Wade. Mais il y a eu, ça a traîné, il y a eu des difficultés, mais je le savais 5-6 mois avant. Ce qui a fait que j'ai travaillé sur les documents. Et entre autres choses, j'avais travaillé sur le niveau de la pension. Il faut savoir qu'à l'IPRES, à cette époque-là, c'était vers 2004 par là, oui. Vous aviez des gens qui au trimestre touchaient 9 000 francs, 6 000 francs, 12 000 francs. Et apparemment, ça continue. C'est pas normal. Dérisoire comme pension. C'est pas dérisoire, c'est même insultant. Mais ça a une explication. Laquelle? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un est recruté par un expert, cuisinier ou bien comme gardien. Il reste avec cet expatrié 2 ans. L'expatrié l'a déclaré à l'IPRES partout et il s'en va. Donc, l'expatrié a cotisé, l'expatrié a retenu sur son salaire à verser. Entre-temps, il s'en va. Et jusqu'à 55 ans, c'était l'âge de la retraite de l'époque, le travailleur n'a pas eu une autre situation lui permettant d'avoir un employeur pour cotiser, etc. Donc, il arrive à l'âge de la retraite. Donc, il arrive avec ces niveaux-là. Donc, la première chose que moi, j'avais voulu faire, c'est qu'on modifie les textes. On ne peut pas, on doit dire que pour être allocataire de l'IPRES, il faut avoir cotisé tant d'années. Ça, c'est des études qui sont rapides à faire, oui. N'est-ce pas? Les actuaires peuvent nous dire aussi ce qu'on peut faire. Ce sont les spécialistes, n'est-ce pas, de ces choses-là. Donc, il fallait ça. Et ça, je crois qu'il le faut toujours. Maintenant, je vous ai dit que j'avais eu le temps de travailler. Oui. Et quand je suis venu, j'ai pu, avec les services, établir que le minimum par trimestre que nous pouvions payer en 2004, c'était environ 52 000 francs par trimestre. Ah je oui. Répète, je maintiens, 52 000 francs environ par trimestre. J'avais décidé que, à titre de précaution, nous allions limiter ça autour de 40 000 francs par trimestre. N'est-ce pas? Ça, c'était la première mesure. Oui. Pour que plus personne ne se déplace au bout du trimestre pour toucher 9 000 francs, 12 000 francs. C'est toutes ces retraites-là allaient être alignées. Et c'était un minimum vieillesse. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai entendu le président Macky Sall récemment dire qu'il est un minimum vieillesse, je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, le SMIC au Sénégal est de 47 700 francs à peu près. Bon. Ça fait un salaire mensuel de 47 700 francs. Si c'était, ça c'est le SMIC du Sénégal, si nous le coupons en 3, ça c'est le SMIC mensuel. Si nous le coupons en 3, nous tombons autour de 15 000 francs. Donc moi je pense, bien sûr il faut que des études le confirment, mais je suis convaincu qu'en 2-3 mois, ces études peuvent être menées. Et je dis au président de la République, je dis au président Racine Sy, je sais qu'il a envie que ça marche. Je sais qu'il a envie de soutenir les retraités. Je sais qu'il est de bonne volonté et de bonne foi. Si l'un ou l'autre me demande, je suis prêt à me mettre avec eux pour qu'avec les techniciens de l'IPRES et les retraités, nous trouvions un minimum vieillesse. Oui, au vu de ce minimum vieillesse, dérisoire, oui. Attendez, ce minimum vieillesse, selon moi, devrait pas être loin du SMIC, n'est-ce pas? Il devrait tourner autour de 12 500. Je pense par mois, on peut faire 12 500. En France, le SMIC est à 1 000 € environ. Mais le minimum vieillesse est à 800 €. Vous voyez? Donc on peut parfaitement arriver à ce... Alors, sauf si, et c'est pourquoi la mensualisation telle qu'elle est comprise, je pense qu'il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, il faudrait mettre ça en stand-by et engager les études et les discussions. Oui, avec ces pensions dérisoires, est-il acceptable que le directeur ait un salaire de 10 millions? Vous savez, moi, on m'a insulté parce que j'avais un salaire de 5 millions. Voilà. Ce salaire de 5 millions, je profite de l'occasion, j'avais un salaire, un contrat de 5 millions CFA. Les documents sont là. En 2004. En 2004 environ. Eh oui, c'est normal. Moi, je travaille, il faut qu'on me paye. Je vous signale qu'à l'époque,
l'IPRES avait 71 milliards dans les comptes, dans les réserves, en réserve. 71 milliards. Aujourd'hui, les réserves ont dû dépasser les 100 milliards. Ils ont dû dépasser le plafond de 100 milliards il y a longtemps. Bref. Il y a de l'argent à l'IPRES. Mais attendez, oui, mais c'est pas, il ne faut pas à salaud quand même. Bon, l'argent, ça se gère. Et moi, j'avais dit, puisque c'est moi qui j'ai engagé ma responsabilité par ma signature, même si le président du conseil d'administration signait, mais la CIPRES, c'est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. C'est l'équivalent de la BCAO pour la sécurité sociale, toute la sécurité sociale. Ça regroupe tous les systèmes de sécurité sociale de l'Afrique francophone que nous sommes, nous, ici. Voilà, ça s'appelle CIPRES, la CIPRES, la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Sauf si c'est la CIPRES parce que la CIPRES fait du contrôle. La CIPRES aussi encadre au plan technique. Elle fait de l'assistance technique, n'est-ce pas? Oui. Donc, sauf si c'est une décision CIPRES, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous, Sénégal, nous devrions faire attention aux décisions auxquelles internationales. Voilà, quand on signe quelque chose, il faut vérifier. Oui. Sauf si c'est ça, et je veux être modeste pour dire que je ne connais pas la situation de l'IPRES aujourd'hui, mais sauf si c'est ça, je trouve que ce n'est pas très normal, n'est-ce pas, qu'on n'arrive pas à un minimum vieillesse significatif. Alors, je pense que si on a un minimum vieillesse, c'est-à-dire 6 000, 9 000, 12 000, tout ça, au lieu de couper en deux, on leur dit, vous là, maintenant, vous serez payé tous les 2 mois, mais vous aurez 25 000. En attendant, parce que ça doit évoluer. Je pense que ça serait mieux. Et les autres pensions, la Banque mondiale avait à l'époque avait souhaité que l'IPRES augmente les pensions, je crois, de 10% régulièrement jusqu'à atteindre un certain niveau. Mais nous n'avons pas, au niveau de l'IPRES, nous n'avons pas exploité tout ce qu'il faut exploiter. Moi, c'est dommage, je ne suis pas resté longtemps. À qui la faute? C'est le management. C'est le management qui doit comprendre ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des possibilités, n'est-ce pas, de trouver des subventions. Les subventions, c'est de l'argent qu'on vous donne, que vous ne remboursez pas. Je pense. Parce que la retraite, c'est assurer la retraite, c'est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas la responsabilité des travailleurs et des employeurs, hein, c'est la responsabilité de l'État. Oui. Si demain, l'argent de l'IPRES disparaissait, c'est l'État qui est responsable, qui garantit. Comprenez? Oui. Donc, je pense que il faut plusieurs choses, bien sûr, mais dans l'urgence, il faut installer un minimum vieillesse. Moi, je pense qu'il faut le maintenir à 20, il faut l'amener par bimestre. Il faut maintenir, peut-être, sous réserve aussi qu'on m'explique. Si le président Racine, peut-être qu'il a des arguments, s'il m'expliquait des nouveautés, je comprendrais. Mais peut-être qu'il faut suspendre, il faut geler cette décision en attendant de négocier. Et je pense que si le minimum vieillesse posait problème à l'IPRES, si relever les pensions posait problème à l'IPRES, c'est l'obligation de l'État de subventionner. Alors, j'ai entendu des travailleurs, des allocataires dire que l'IPRES, dans certains placements, parce que là aussi, il faut qu'on dépasse les placements dépôt à terme. Le dépôt à terme, c'est de l'argent que vous allez donner à la banque, qui vous le garde et qui vous sert des 2%, des trucs complètement ridicules. Aujourd'hui, sous réserve, là aussi, des textes de la CIPRES, il faudrait que l'IPRES puisse investir, par exemple, dans les bourses, mais se faire encadrer, avec le contrôle et l'encadrement du ministère des Finances, par la bourse régionale des valeurs, les placements, des placements dans les appels de fonds des États, j'ai oublié un peu comment on appelle ça, etc., qui ne durent pas longtemps, sur des 3 ans, des 5 ans. Il faut qu'on sorte du DAT. Que l'IPRES puisse fructifier. Que l'IPRES puisse fructifier. J'ai vu l'IPRES faire des actions dans l'immobilier, c'est bien. Mais il faut qu'on autorise à l'IPRES de fructifier. Maintenant, je n'ai pas toutes les données, je vais être modeste, mais je pense qu'immédiatement, un minimum vieillesse de 25 000 par bimestre serait pas mal. Une augmentation des petites retraites, qu'on maintienne le bimestre et qu'on a...
lorsque le travailleur... Je m'excuse. Hein, oui, je vois que cela vous passionne un peu. Mais ça me passionne parce beaucoup que... voilà. Bon. On va parler du BCG. Attendez. Oui. Donc, allez, quand il y avait... c'est-à-dire que si on maintient les choses au bimestre, si on veut passer à la mensualisation, l'allocataire, il va se déplacer 2 fois sur 2 mois. Mais c'est chaque fois un taxi ou bus, etc. Donc il va payer 2 fois pour toucher la moitié ou pour toucher ce qui touche dans le bimestre. C'est pourquoi moi, mon intention, c'était de passer du trimestre au bimestre, mais en maintenant le montant du trimestre. Plus tard, de passer du bimestre à la mensualisation en maintenant ce même montant. C'était des augmentations que j'avais envisagées. Oui. J'ai encore les documents pour les petites pensions. Mais enfin, je suis disponible pour conseiller le président de la République, pour conseiller mon ami, le président Racine Sy. Ah, cette communication, vous allez nous la payer. Hein? Mais non, mais moi c'est ça. Gratuitement, je le fais gratuitement. Je n'ai pas besoin. Le BCG est-il toujours dans Benno Bokk Yakaar? Le BCG est avec le président Macky Sall, lequel est le président de Macky 2012. Et Macky Sall a pris l'engagement de mettre le Macky 2012 dans Benno Bokk Yakaar. Donc nous y sommes. Semble-t-il, Macky 2012 est laissé pour compte. Écoutez, j'ai assez parlé sur cette affaire-là. Franchement, Macky 2012 gratifié comme il le fallait. Mais enfin, le mandat n'est pas terminé. Peut-être qu'il peut y avoir un autre mandat. Mais enfin, c'est des choses qui arrivent. Et nous passons à l'international, non loin de chez nous. En Gambie, le pouvoir semble basculer dans les mains des opposants. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Écoutez, à l'heure où nous enregistrons notre émission, nous n'avons pas de certitude. D'après les... Mais si les tendances sont réelles, je voudrais, et même si elles n'aboutissaient pas, je voudrais d'ores et déjà féliciter le peuple gambien, féliciter M. Barrow, Adama Barrow, je crois, ou qui s'appelle, M. Barrow et tous les opposants de la Gambie, qu'ils soient en Gambie ou qu'ils soient ici. Tout le monde sait que depuis longtemps, j'ai fustigé le régime de Yaya Jammeh. Et pourtant, pourquoi? Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, je suis le seul homme politique sénégalais à avoir fait un article pour le soutenir. Cet article avait été publié dans Walfadjri à l'époque. Comprenez? Mais il a déçu les gens. Il a adopté une posture de dictateur. Il a étouffé son peuple. Il a gêné la coopération entre le Sénégal et la Gambie, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, je préfère ne pas aller trop vite en besogne, mais si c'était vrai, je félicite ces gens-là. Et c'est la preuve que c'est l'unité qui permet le résultat. Et s'il ne reconnaît pas sa défaite? S'il ne reconnaissait pas sa défaite, ça serait un acte antidémocratique. Oui. Voilà. En France, une première dans la 5e République s'est produite, à savoir la décision par François Hollande de ne pas se présenter à la présidentielle 2017. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement? Moi, d'abord, j'ai été surpris. Et l'enseignement que j'en tire, c'est que le quinquennat commence à poser problème. Je l'ai déjà dit ailleurs, le quinquennat pose problème. C'est pourquoi moi, au Sénégal, j'ai toujours été pour un premier mandat de 7 ans, un septennat, ensuite un quinquennat. Le quinquennat a commencé en France, dans la France de la 5e République, avec le 2e mandat de Jacques Chirac. Bon, c'est vrai qu'il est parti parce que, entre-temps, il avait été décidé que les mandats étaient limités à 2. Il est parti. Nicolas Sarkozy est arrivé, il a fait un quinquennat et il est parti parce qu'il n'a pas eu le temps de faire des résultats. Aujourd'hui, c'est Hollande qui fait un quinquennat et qui s'en va. Le quinquennat pose problème. Il faut éviter de donner dans la démagogie, oui, etc. Dès qu'il y a limitation de mandat, nous pouvons faire, nous, au Sénégal, un septennat et un quinquennat. Je ne suis pas sûr qu'en France... Pardon? Peut-être qu'il pose problème dans les régimes présidentiels. Oui, comme les nôtres. Ça, c'est un régime issu de la 5e République. Nous avons copié. Ça pose problème dans les régimes présidentiels. Je pense qu'en 5 ans, il est difficile pour un président de la République de mener totalement son programme. Parce qu'il doit terminer souvent des projets et des programmes des autres qui sont en cours. Surtout des projets. Et avant d'attaquer ses propres projets.
Je pense que... Et son acte, comment vous... c'est un acte de lucidité, c'est un acte que je respecte. Et j'avoue qu'il a dû souffrir dans son cœur de cette décision-là. Mais bon, c'est un acte politique, c'est un acte... C'est l'acte d'un démocrate aussi. Oui, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du bloc des centristes Gaïndé et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à une dame qui est très brave, Ramatoulaye Sall Diop, qui s'est occupée de la technique. Merci à Ousseynou Sall pour la décoration, Oustaz Hassan Diouf pour la coordination, sans oublier notre confrère Fallou Mbaye de walfnet.com. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.